Bonjour à tous, dans Les Rois sans couronne, aujourd'hui on va parler d'un gros morceau de l'histoire des échecs du siècle dernier, on va parler de Mark Taimanov. Donc s'il y a des joueurs de sicilienne Taimanov parmi les viewers, ça va vous parler. Donc c'est une variante de sicilienne qui est encore hyper populaire aujourd'hui, surtout quand on veut gagner avec les noirs. Et donc le mec qui a inventé cette variante, Mark Taimanov, c'était un grand maître de premier plan pour les échecs mondiaux entre les années on va dire 50 et 80. C'était le champion du RSS en 56, donc champion du RSS à une période où les Russes et les Soviétiques dominaient complètement les échecs mondiaux, éclataient tout le monde dans les tournois. Donc quand on était champion du RSS à cette période, ça correspondait plus ou moins à première place mondiale individuelle. Donc c'était un joueur vraiment de premier plan. C'est un mec qui a squatté donc, le top 20 mondial pendant une trentaine d'années et qui a participé aux Olympiades, donc qui a défendu les couleurs de l'URSS pendant une très longue période. Il est surtout connu pour être le candidat malheureux contre Fischer en 71, pour s'être fait complètement maraver par Fischer en 71 sur un score de 6-0. Alors le tournoi des candidats, qu'est-ce que c'est? Le tournoi des candidats, c'est le système aux échecs pour désigner celui qui va être donc le candidat qui va affronter le champion du monde. Et on sait donc à l'époque c'est pour ce qui va déboucher sur le match avec Spassky à Reykjavik en plein cœur de la guerre froide entre Fischer et Spassky. Et donc en quart de finale, on a Fischer d'un côté pour le monde libre, pour les États-Unis qui est en train d'émerger comme une météorite, un ovni. Et en face, on a Taimanov qui pense qu'il va faire un match serré contre un joueur très dangereux, mais qui pense pas du tout prendre 6-0. Et en fait, il va prendre une claque monumentale et ça va être un peu la deuxième partie de sa carrière, puisqu'il va avoir du mal à se relever de cette humiliation. Donc, pour se représenter, c'est le score que moi, si j'étais amené à jouer contre Fischer, j'aurais ramassé, un 6-0. Et donc ça va être un gros tournant dans sa carrière, à la fois au plan sportif et psychologique, mais aussi ça va lui poser des problèmes sur un plan, au plan politique, parce que évidemment il y avait une grosse tension entre les deux blocs, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et prendre 6-0 quand on représente l'URSS à l'époque, c'est synonyme de gros problèmes avec le système. Quand il est rentré en URSS, en fait, il y a plein d'histoires sur son retour, notamment le fait qu'il aurait ramené avec lui des livres de Solzhenitsyn et donc qu'il aurait été du côté des dissidents et des critiques du régime. On sait aussi qu'il y a beaucoup de joueurs d'échecs de premier plan, on parlera peut-être de Korchnoi ou de mecs comme ça, qui ont été des dissidents au régime et qui ont eu des gros soucis avec le système politique soviétique. Et donc ça l'a mis dans la sauce, quoi. Il a été interdit de jouer à l'étranger, donc pour la carrière d'un joueur international c'est terrible. On lui a suspendu son salaire de joueur d'échecs. Et donc sa carrière a commencé à péricliter, et puis à partir de là, il a toujours gardé la passion du jeu, il a joué très longtemps. Et c'était un très fort joueur, mais voilà, c'est un gros tournant dans sa vie, cette défaite de 71. À côté de ça, c'est aussi un mec qui est extraordinaire parce que c'était un pianiste de très haut niveau. C'était un mec qui jouait dans les plus grandes salles, les opéras, avec sa femme de l'époque. On peut trouver des enregistrements sur YouTube encore. Et donc c'était un mec qui a excellé à la fois dans le domaine de la musique et dans le domaine des échecs, où il était à chaque fois parmi les meilleurs de son pays, quoi, voire parmi les meilleurs mondiaux. Et donc c'est un mec qui a profondément marqué l'histoire du jeu d'échecs du siècle dernier. Et aujourd'hui j'ai choisi une partie particulière c'est une victoire avec les Noirs contre Karpov, donc encore un champion du monde. Donc évidemment ça va sans dire qu'il a croisé, joué et battu plusieurs champions du monde dans sa carrière, ce qui n'est pas donné à tout le monde déjà d'en battre un. Et c'est une victoire avec les Noirs qui est probablement la plus belle partie de sa carrière. Et donc vous allez voir que même contre un joueur aussi solide que Karpov, Taimanov a réussi à foutre le feu sur l'échiquier et à lui donner une véritable leçon. On va donc passer à l'analyse de la partie entre Karpov et Taimanov qui s'est jouée à Leningrad en 77. Donc c'est une sicilienne et vous allez voir que c'est intéressant puisque je passe rapidement les premiers coups. Mais en gros, à l'issue de l'ouverture, on va tomber sur un milieu de jeu qui est ce que Karpov affectionne particulièrement, c'est-à-dire le fait d'avoir une position où il a un avantage positionnel de long terme à exploiter pour torturer son adversaire. Et c'est vraiment le style qui le caractérise. On va s'arrêter un peu sur cette position-là, où vous voyez qu'il y a la paire de fous pour Karpov avec les blancs contre le duo de cavaliers pour les noirs. Le cavalier en D4 de Taimanov, il est super bien installé, il est sur une case forte, il est indélogeable. Si les blancs veulent déloger ce cavalier en D4, ils vont devoir donner le fou de case noire, qui est le bon fou dans la position, donc ils n'auront pas envie. Et donc en fait c'est une position qui est technique et c'est le genre de position que Karpov affectionne particulièrement puisqu'il va trouver en général la petite idée positionnelle pour vraiment torturer son adversaire jusqu'à ce que le mec en face craque. Et donc si ici on s'arrête un peu sur la position, on peut voir qu'il y a une seule faiblesse chez les noirs. On va dire que D6, le pion à la base de la chaîne de pions, il n'est pas vraiment vulnérable. Par contre A6, le pion arriéré isolé là en A6, enfin surtout isolé, il est ciblé par le fou en D3 et en fait il peut être ciblé aussi
par une tour, par la dame, et donc Karpov va commencer à mitrailler sur ce pion en A6, qui n'a pas l'air si faible que ça au moment où je vous parle, mais vous allez voir très vite, ça devient un enjeu énorme dans la position. Les blancs jouaient tour C4, avec l'idée de jouer tour A4 et de venir attaquer le pion en A6, A5, tour A4, tour A8, Dame E1, et Dame E1 c'est le début d'une manœuvre typique d'un joueur comme Karpov, c'est-à-dire qu'il va faire une batterie, c'est-à-dire qu'il va passer le fou E3 en D2 pour sniper ce pion en A5, l'attaquer 3 fois avec la dame, le fou et la tour A4. Si les noirs font rien et jouent passivement, ils vont se faire endormir, et Taimanov c'était un joueur qui était assez actif, qui n'aimait pas les positions passives, et donc là il faut absolument commencer à réagir, mais tout de suite c'est un peu compliqué. Tour A7 pour pouvoir défendre le pion en jouant l'autre tour en A8, et là la position est déjà un peu tricky, parce que si les blancs jouent fou D2, en se disant qu'ils gagnent le pion, ils interrompent la protection, vous voyez, de la tour F2 sur le pion B2, et donc en fait les noirs peuvent croquer ce pion en B2, et ils sont contents de l'échanger contre le pion en A5. Ils ont échangé une grosse faiblesse qui était leur isolé en A contre un pion qui était lié à un autre en B, et maintenant la position elle a un peu tourné en fait, c'est-à-dire que maintenant le pion A2 est vulnérable, il y a ce clouage qui est désagréable sur la tour des blancs, ça ce serait pas une affaire pour les blancs. Et donc sur tour A7, Karpov va enchaîner des coups de prophylaxie, il va jouer B3, B3 c'est donc une mesure prophylactique contre dame prend B2, ça protège le pion B, il se dit qu'il veut gagner le pion en A5 des noirs gratuitement, il ne veut pas l'échanger contre un de ses propres pions. Tour A8 pour anticiper l'attaque sur le pion A, et tour B2. Et tour B2 c'est aussi un coup de prophylaxie qui est un coup technique en fait, puisque si les blancs jouent fou D2 en se disant il n'y a plus la prise en B2 par la dame des noirs donc je risque rien, en fait il y a quand même un problème tactique qu'il faut avoir vu dans la position, donc je vous laisse mettre pause et chercher pourquoi il y aurait un problème ici si vous voulez. Mais c'est important de rester à l'affût de toutes les ressources de l'adversaire. Évidemment, Karpov avec les blancs voulait rien laisser en termes de contre-jeu. Le problème ici, ce serait cavalier prend B3, qui poserait tout de suite un souci aux blancs. Après, A prend et dame prend, fourchette, attaque la tour A4, attaque le fou D3. Donc dans cette position, il a joué tour B2. Tour B2, ça protège le pion en B3, et c'est donc pour ça que c'est un coup de prophylaxie. C'est-à-dire que maintenant, il menace réellement de jouer fou D2, et regardez, de revenir ici, et d'attaquer le pion en A5, pour de bon. Dame C7. Et dame C7, c'est un coup magnifique. C'est le début d'une idée hyper originale de la part des noirs, puisque maintenant, sur le coup fou D2 qui a été joué dans la partie, les noirs, ils disposent d'une ressource. Donc là, la suite tactique, elle est un peu compliquée, elle est un peu longue. Vous pouvez mettre pause, mais il n'y aura que les plus vaillants d'entre vous, je pense, qui vont réussir à trouver toute la séquence. Ici, l'idée des noirs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne veut pas rester passif à défendre le pion A ad vitam aeternam, mais en fait, il va plutôt jouer une suite. Il va essayer de trouver une idée active et tactique dans la position pour complexifier le jeu. Cavalier B6, ça attaque la tour qui n'a pas beaucoup de cases. La tour elle est pratiquement enfermée. Et donc là, Karpov, sûrement content de son idée, il se dit bah, c'est bon, je gagne le pion A5 et j'ai un pion net de plus maintenant. Sauf qu'il y a un coup dans la position qui fait mal au blanc ici, c'est ce coup-là que je peux vous laisser chercher. C'est un très joli coup et c'est un coup thématique en même temps aussi. C'est-à-dire que on voit qu'on a moyen d'attaquer ce roi qui est un peu exposé. Peut-être que Karpov aurait dû jouer un coup prophylactique supplémentaire, il aurait dû jouer roi H1 un peu plus tôt, puisque maintenant en fait il va avoir un souci. Après le coup, C4. C4, c'est très joli comme coup. C4, ça pose un problème concret, c'est-à-dire que ça attaque tout de suite le fou D3, ça menace d'ouvrir des lignes en B3, et surtout, ça nous donne accès, vous allez voir, à la case C5. C'est-à-dire qu'après une variante comme tour prend tour, ici on a 7, on fait dame prend A7, et regardez, on a installé notre dame sur cette diagonale-là, et ce fou demeure en prise là en D3. Et donc par exemple ici, sur fou prend C4, il y a tout simplement cavalier prend, pion prend, et cavalier F3, qui rase absolument tout. Ça fait échec double, le roi doit bouger, on gagne la dame. Et évidemment ici, si pion prend C4, c'est la même chose en fait. On va pouvoir attaquer la tour, on dégage la diagonale, en fait on libère la pression de la dame sur le roi G1, on attaque la tour B2 qui est sans défense, donc la tour doit bouger, et maintenant on joue cavalier F3. Et on gagne à nouveau la dame grâce à l'échec double. Donc ce coup C4 ici, c'est un coup qui pose un problème énorme au blanc, et du coup évidemment Karpov n'est pas tombé dans le piège, il a joué fou F1, qui est le coup le plus safe dans la position. Tour prend, fou prend, et là c'était la pointe de l'idée des noirs, donc ça c'est la partie qu'on suit, c'est que les noirs maintenant ils disposent de dame C5. Dame C5 ça attaque, regardez, le fou en A5, et ça remet cette idée de pression et de découverte sur la diagonale. Et donc dame C5 c'est un coup hyper fort ici, c'est un coup qui fait hyper mal au blanc. Sauf que Karpov s'était dit en fait j'ai fou prend B6 pour éliminer la pression sur mon fou en A5, j'enlève donc mon fou qui était en prise, je croque le cavalier, je force la dame à réagir, puisque maintenant la dame des noirs elle-même elle est en prise, donc on est obligé de reprendre, et là maintenant roi H1, et tout va bien. Et je pense que c'est la position que peut-être les deux joueurs avaient vue en fin de variante, et sauf qu'en fait ici, déjà les choses elles sont plus si claires, parce qu'effectivement Karpov il a gardé son pion qui est en B3 comme vous pouvez voir, mais il a aussi gardé le mauvais fou, il a gardé
le fou en F1, qui n'est pas la pièce qu'il voulait garder. Il aurait préféré garder le fou de case noire, en fait. Et maintenant, il a gardé le fou prison, quoi, le fou qui est bloqué par ses propres pions. Ce pion-là, à promouvoir, il va être compliqué. Et surtout, ce cavalier qui est sur case noire, il va être très compliqué à déloger pour les blancs. En fait, il est impossible à bouger. Et il assure un contrôle du centre énorme pour les noirs, en fait. Et donc, dans cette position, il y avait plusieurs chemins. Et Taimanov a choisi le coup le plus actif ici, c'est un coup à double tranchant. C'est peut-être pas le coup le plus précis de la position, même ça l'est pas du tout, mais c'est un coup qui est fait pour gagner en fait. Et peut-être c'est ce qui a surpris Karpov, parce que peut-être que beaucoup de forts joueurs ici avec les noirs se diraient j'ai un pion de moins, mais la position elle est complètement annulable, dans le sens où le pion B des blancs, le pion passé, va jamais pouvoir arriver à la case de promotion, il n'y a pas de chemin vers le gain. En fait, avec les noirs, il se met en tête de jouer pour gagner, il joue G6 pour ouvrir des lignes, et en fait, là, la position, elle devient hyper sharp, puisque on attaque la base de la pointe de la chaîne de pions, c'est-à-dire le pion en F5 deux fois, comme ça. Et donc, en fait, les blancs sont obligés de prendre une décision positionnelle qu'ils n'avaient pas envie de prendre du tout, c'est-à-dire d'échanger. On voit qu'on ramène un pion de l'aile des noirs vers le centre. On crée 2 îlots, enfin 3 îlots en tout. Et donc, en fait, maintenant, la structure de pion, elle s'est grave détériorée, en fait, pour les blancs. Et surtout, on a ouvert la colonne H. Et ça, c'est un facteur important. Vous allez voir pourquoi par la suite. C'est-à-dire que Karpov maintenant continue avec son plan, c'est-à-dire de pousser le pion passé, puisqu'on sait que quand on a un pion passé, il faut l'avancer le plus vite possible et le plus loin possible sur l'échiquier. Et Roi G7. Roi G7, c'est un coup très fin, et c'est un coup hyper subtil. Il y a plusieurs idées en fait. Roi G7, à la fois ça améliore la position du roi, et en même temps ça donne une idée un peu tactique de long terme au noir. Je vous laisse commencer à réfléchir, je ne vous la donne pas maintenant parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, donc vous ferez chercher un peu plus tard. Les blancs ont poussé, ils ont joué B5, F5 pour ouvrir encore plus la position et faire sauter la chaîne de pions. Et après, pion prend, cavalier prend. Là, je pense que certains d'entre vous commencent à entrevoir le thème tactique qui se dessine. Mais en fait, l'idée de Taimanov avec les noirs, c'est Karpov, il est trop omnubilé par son pion en B5 et l'idée de faire dame, peut-être. En fait, il oublie que la colonne H, elle s'est ouverte et que le roi, il commence à manquer d'espace, en fait, grâce à notre dame ici en B6 qui est super bien placée. À la fois, elle bloque le pion des blancs et en même temps, elle gêne le roi en H1. Les blancs ont joué tour B3. Là, les noirs ont amélioré leur position. Ils ont joué dame D4. Dame D4, il y a une idée hyper concrète. C'est-à-dire que, ok, ça laisse le pion avancer, mais c'est un peu un piège, en fait, l'idée de laisser le pion avancer. Puisque l'idée, surtout, de dame D4, c'est de contrôler la case A1. Donc maintenant, notre tour en A8, elle peut aller soit en A1, poser un problème, soit aller sur la colonne H, et on commence à avoir pas mal de possibilités tactiques. Et en fait, c'est là où Karpov a commencé à se prendre les pieds dans le tapis, dans la position, en se disant que c'était gagné et qu'il n'y avait certainement pas de soucis tactiques. Pourquoi ? Parce que ici, en gros, je vous enlève la flèche de la colonne A, si les blancs contrôlent la case G3, comme c'est le cas, et qu'ils font gaffe à ce thème-là, c'est-à-dire que, par exemple, une des idées des noirs, ce serait de jouer cavalier G3 échec, et en espérant qu'après pion prend, ils puissent jouer tour H8 mat, par exemple. Mais là, regardez, les blancs, ils contrôlent 2 fois la case G3. Et donc Karpov se dit, cavalier G3 échec, ça ne marche pas dans la position. Sauf qu'en fait, après B6, le coup qu'il a joué, il y a un moyen de faire marcher cette combinaison-là, donc je vous laisse chercher. Vous pouvez mettre pause ici, c'est là où tout le thème, le motif géométrique dont je vous parlais tombe sur Karpov qu'il n'avait pas vu. C'est tour A1, qui est un coup monstrueux puisque ça commence à passer toute la première rangée des blancs donc à la moulinette, quoi. Il menace de croquer le fou, d'attaquer le fou qui va être cloué. Donc tour B1, c'était le coup qu'avaient prévu les blancs pour défendre la première rangée. Et en fait, c'est là où il y a un thème très joli, c'est que maintenant, ce cavalier G3 fait très très mal en fait, puisque ici, ok, certes la dame elle contrôle la case G3, mais après dame prend en fait, on va juste faire tour prend, et là, d'un coup on a un problème avec ce fou qui est cloué. Et en plus de ça, on a perdu une qualité, donc c'est complètement foutu. En plus de ça, sur cavalier G3, il y a aussi l'autre option, on va dire, de la partie, ce serait de jouer qu'est-ce qui se passe sur H prend G3. Si les blancs croquent tout simplement avec le pion, en fait, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, on a forcé l'ouverture de la colonne H, et donc en fait, là, il y a un coup hyper élégant pour les noirs, c'est tout simplement tour A8. C'était ça le coup qui était dur à voir, entre guillemets, dans la variante, c'est que tour A8, on a forcé, on a immobilisé toutes les pièces des blancs sur la première rangée, ensuite on redescend, on remanœuvre en repassant par la case A8, et regardez, il n'y a plus rien à faire pour empêcher tour H8 qui va faire mat, puisque le roi ne pourra pas sortir là, il n'y a rien qui peut contrôler la colonne H, et donc Karpov a abandonné tout simplement sur ce cavalier G3 échec, qui est un coup magnifique. C'est un coup qui a grave marqué évidemment la carrière de Taimanov, il a dit que c'était le plus beau coup de sa carrière. Ça fait un peu penser au dame G3 de Marshall qu'on avait vu dans une vidéo il y a quelques temps, c'est vraiment un coup, de classe, quoi. Et donc ça montre aussi que même contre un joueur comme Karpov, ça c'est des types de joueurs qui sont très très durs à battre et qui sont très durs à tactifier, quoi. Ben, il a réussi à trouver du contre-jeu en ouvrant des lignes, il l'a pris un peu au dépourvu avec ce thème sur la colonne H.
Et ça montre que voilà, même contre des joueurs hyper solides, il faut absolument chercher des ressources tactiques, et notamment là un motif géométrique aussi joli, c'est-à-dire que le roi qui était enfermé en H1, il a cherché à faire marcher cette idée avec Dame D4, avec la manœuvre tour A1, tour A8. J'espère que ça vous inspirera pour vos parties et pour la suite de votre carrière échiquéenne.